Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux ce matin pour la première des conférences de cette journée du fret ferroviaire qui va nous réunir jusqu'en début d'après-midi. Il y en aura deux qui suivront à la Grande Seine et une troisième à Lecturum à 13h45. Donc vous avez un programme très chargé, mais ce matin on va commencer comme il se doit par des chiffres et des analyses, voir un peu quelle est la conjoncture, quel est le sentiment des chargeurs, des opérateurs, etc. Donc avec une heure de présentation, puis de commentaires, et puis vous pourrez aussi poser des questions à la fin de cette conférence. Alors je disais des chiffres, des analyses. Dans un instant, je donnerai la parole à un duo d'enfer qui a bien préparé son affaire justement avec la restitution du barème Eurogroup Consulting sur la perception des chargeurs sur le transport ferroviaire et combiné, donc avec Anne-Laure Noat et Valérie Cornet. Nous expliquerons ce que cette année les chargeurs ont dit de leur perception du transport ferroviaire, du fret ferroviaire et combiné. Juste après, on aura une exclusivité. C'est les premiers résultats, les premiers attendus de l'Observatoire du transport combiné, quelque chose qui est mis en œuvre par le GNTC depuis maintenant presque 2 ans, enfin un peu moins peut-être, et c'est son délégué général, Aurélien Barbet, qui viendra qui est déjà là, qui nous présentera donc ces premiers enseignements de cet Observatoire du transport combiné tout neuf, donc il va vous présenter en exclusivité ce matin. Et puis on demandera à Yves-Antoine, qui est directeur Global Logistique Procurement d'Arkema, et à Édouard Laverny, directeur commercial et marketing de Fret SNCF, de commenter d'une certaine façon ce qui sera dit, et puis d'élargir peut-être à leur perception eux-mêmes de ce qui se passe en ce moment. Voilà pour le programme. Je ne prends pas plus de temps pour maintenant donner la parole à Anne-Laure et à Valérie qui vont nous présenter ce baromètre Eurogroup Consulting 2023. Alors, bonjour à tous. Donc, ça fonctionne. Donc, on va enchaîner tout de suite en rappelant... C'est censé fonctionner. Oui. Donc, comme d'habitude, on a donné la parole aux chargeurs. L'idée était d'évaluer leur perception en matière de transport ferroviaire. Donc, comme tous les ans, on va parler de répartition modale, d'organisation du mode ferroviaire, de sa lisibilité, de satisfaction client et qualité de service. On y reviendra. On a eu un peu moins de réponses là-dessus, donc on va aussi enrichir avec des données que l'AUTF a par ailleurs. Et puis, on va parler report modal et perspectives pour le transport ferroviaire. Alors, en ce qui concerne le... En ce qui concerne le panel de répondants, donc cette année on a un panel, donc c'est un questionnaire en ligne, donc voilà, les chargeurs décident de répondre ou de ne pas répondre. On a aussi des commissionnaires qui peuvent répondre, donc c'est globalement cette année des donneurs d'ordre industriels qui ont répondu. On a un peu moins de distributeurs que l'année dernière. Ce sont des acteurs français principalement et qui font à 80% circuler leurs marchandises en France. Les secteurs du granulat, matériaux de construction et de la chimie sont les plus représentés cette année parmi les répondants, et on a réellement un mix de taille et de volume. Alors pour votre information, le baromètre sera publié en fin de journée et disponible sur le site. N'hésitez pas à aller le charger à ce moment-là. Peut-être un point de complément, il y a aussi des habitués des réponses des années sur l'autre, donc on est à quasiment 70% de répondants d'une année sur l'autre. Alors, en termes de part modale, ce qu'on constate en fait, c'est qu'on est dans un panel qui est quand même consommateur de ferroviaire, dans lequel la part du conventionnel chute. Voilà. Comme d'habitude, le transport routier reste le premier mode de transport utilisé, toute filière confondue, et l'apport du transport combiné rail-route se maintient, voire augmente dans certains secteurs. Donc on pourra en discuter tout à l'heure avec le GNTC, confirmant les tendances des années précédentes, et avec notamment voilà, des augmentations significatives dans certains secteurs. Voilà. Donc, en ce qui concerne on pose une question qui est finalement comment est-ce que vous êtes en
en contact pour organiser vos flux ferroviaires et combinés. Donc les entreprises ferroviaires restent à la manœuvre dans le conventionnel. Et cette année, les opérateurs routiers et le combiné ont pris, en tout cas pour ceux qui ont répondu, ont pris le lead sur les flux combinés. Donc pour l'organisation de leurs flux, on a 58% du panel qui est en contact avec des entreprises ferroviaires. Donc c'est quand même en baisse par rapport à 2021. Et pour le combiné, il y a le transport routier, mais là aussi c'est un peu moins qu'en 2021, et les opérateurs de transport combiné qui deviennent le deuxième point de contact privilégié des chargeurs, alors que c'était plutôt les entreprises ferroviaires en 2021. On va voir si ça se confirme avec nos panélistes. En termes de sollicitation, donc là aussi c'est une autre question, c'est finalement est-ce que vous, chargeurs, vous êtes sollicités pour remettre des flux sur le ferroviaire. Donc en fait 77% du panel se dit sollicité pour transporter ses marchandises par voie ferroviaire. Alors on est dans un panel qui est déjà assez ferroviarophile, si on peut le dire comme ça. Mais cette part qui considère être souvent sollicitée a presque doublé. Ce sont les entreprises ferroviaires qui sollicitent le plus les chargeurs. Elles sont dans leur rôle, donc elles vont au contact de leurs clients. Et puis, de même, on voit que les opérateurs combinés, en tout cas sur ce panel-là, ont également plus sollicité que l'an dernier. Alors, concernant la lisibilité de l'offre à présent, ce qu'on voit, c'est que donc 62% du panel juge que l'organisation du fret ferroviaire est tout à fait compréhensible et lisible. Donc ça montre une amélioration continue au fil des années. Depuis, vous voyez qu'en 2019, on n'était qu'à 42% en total. En revanche, effectivement, on peut considérer que ça reste relativement peu par rapport à l'offre de transport routier qui, elle, serait proche de 100% sans doute. Alors au niveau de l'adéquation entre l'offre de transport et les besoins des chargeurs, ça confirme un petit peu, le niveau reste relativement bas, puisque sur les flux ferroviaires conventionnels, donc on a près d'un tiers du panel, 27%, qui juge que l'offre répond à ses besoins, donc ça reste relativement peu, et encore une fois dans un panel qui est assez consommateur de transport ferroviaire. Et puis pour le transport combiné, elle était supérieure de près de 40% l'année dernière, et là on constate une forte baisse puisqu'on n'est qu'à 12% des répondants, je mets des précautions, qui ont jugé que l'offre était adaptée. Alors on peut peut-être rappeler que, je pense que tu l'as dit au début Anne-Laure, mais l'interrogation du panel s'est faite en février jusqu'à début mars, donc dans une période particulièrement chahutée pour les flux ferroviaires, avec les mouvements de grève et après une période de forte hausse des coûts, notamment liée à l'énergie. On va en reparler après. Alors, même si on leur a demandé de s'exprimer sur l'année 2022, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quand même eu des petits relents de constats de début d'année. Alors, la qualité de service, peut-être pour nous rassurer un petit peu, elle est jugée quand même relativement stable, en tout cas pour le transport conventionnel. Puisqu'on a donc quasiment 50% qui considèrent qu'elle est restée stable par rapport à l'année dernière, et même 17% fortement améliorée. En revanche, ça corrobore un petit peu ce que je disais juste avant. Pour le transport combiné, là on a 67% des répondants du panel qui considèrent que ça s'est dégradé. Alors, petite précaution méthodologique aussi, on a environ un tiers du panel seulement qui a répondu à cette question. Donc c'est un point important, et on verra après le lien avec les critères d'amélioration. D'autres secteurs sont jugés plus stables en termes de qualité de service, le routier ou le transport combiné fluvial route. Alors justement, quels sont les critères qui sont améliorés ? C'est aussi une question qu'on pose régulièrement pour voir comment l'offre progresse par rapport à la demande des chargeurs. Alors c'est relativement linéaire dans le temps, On voit que la gestion des aléas est le sujet qui a le plus progressé pour 43% des répondants. C'est un point qui est assez significatif depuis la crise sanitaire. L'accès aux interlocuteurs responsables de l'organisation des flux, ça fait sans doute le lien avec la lisibilité de l'offre qui progresse aussi, on a vu tout à l'heure. Et puis le coût pour 24%.
Alors sur ces aspects-là, c'est relativement en ligne avec une enquête effectivement qu'on a faite à l'AUTF dans le cadre de la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire, qui disait en gros à une question concernant l'appréciation globale du service de transport ferroviaire, tout confondu, opérateurs, entreprises ferroviaires, réseaux. Les répondants notaient de 5,6 sur 10 la satisfaction, avec des critères assez mal notés, la flexibilité en premier lieu. Bon, ça c'est un peu inhérent au mode ferroviaire, donc on va passer dessus. La dynamique de l'offre qui était jugée très insuffisante. Bon, on a vu là tout à l'heure que les chargeurs répondant à ce baromètre-là considèrent que ça, quand même, ça s'améliore. La relation client du gestionnaire d'infrastructure SNCF Réseau qui était pointée comme insuffisante. Et puis la fiabilité. Après, des critères plus clivants, c'est le coût. Clairement, selon qu'on a des implantations industrielles et des flux plus ou moins taillés pour s'adapter aux contraintes du ferroviaire, on va être compétitif. Et puis dans d'autres cas, c'est plus difficile. Donc ça, c'est un sujet plus clivant. Et la relation client des entreprises ferroviaires était un critère plutôt très bien jugé, ce qui corrobore aussi, je pense, les résultats tout à l'heure. Alors, on demande aussi tous les ans quels sont les services innovants qui sont proposés. Finalement, peut-être le point clé de cette année, c'est que finalement, c'est la donnée qui est au cœur. Voilà, on en a beaucoup parlé dans différentes conférences déjà sur ce salon, mais finalement, à la fois, c'est dans ce qui est proposé aujourd'hui, donc avec des sujets de mise à disposition de données, d'information, de traçabilité des marchandises, mais aussi dans les attentes futures. Et peut-être aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des attentes qui sont exprimées autour de l'innovation environnementale. C'est mieux que l'année dernière. Et là aussi, on se dit que c'est en lien avec finalement des éléments de données pour pouvoir calculer son empreinte carbone, savoir tracer son flux de bout en bout aussi sur ces données environnementales. Et à l'avenir, c'est confirmé que là encore, ce sera la donnée pour aider encore à davantage de traçabilité et de mise à disposition de ces données, donc de partage de la donnée, de collaboration, coopération, coopétition, je ne sais pas comment il faut le dire, mais en tout cas, voilà, ce sujet de la donnée est au cœur. Alors, si on parle de report modal, donc je ne vais pas vous surprendre puisque ça fait quelques années que ce sont les mêmes résultats, donc même si le panel peut bouger un peu. Donc le combiné rail-route reste le mode privilégié en cas de report modal et très largement. Et les trois premiers critères qui favorisent ce report modal, c'est finalement si on a une offre fiable, qu'elle est compétitive financièrement et qu'elle est relativement flexible, alors on aura du report modal. Donc c'est des critères. Après, vu ce qu'a dit Valérie sur l'enquête aussi à UTF, ce n'est pas forcément ceux qui sont le plus reconnus quand même au système ferroviaire. Donc ce sont des axes de travail. On pourra peut-être en parler avec Édouard sur comment est-ce qu'on peut répondre à ces éléments-là. Alors en 2022, on avait la compétitivité globale et l'approche RSE qui étaient un peu mis ensemble. Voilà, c'est en baisse, mais néanmoins, ce qu'on peut constater, c'est que l'environnement quand même a progressé, puisqu'il est le 4e critère pour le panel aujourd'hui, et tant mieux, j'allais dire, puisqu'on a un certain nombre de conférences aussi sur ce sujet, et on voit qu'effectivement, il y a des progrès, il y a des attentes sur ce sujet, et là, peut-être qu'on pourrait en parler avec Arkema, sur savoir si effectivement c'est un critère de choix pour remettre ces flux sur le mode ferroviaire. Alors forcément, cette année, on était obligé de rajouter quelques questions conjoncturelles, puisque même si tout le monde considère que les planètes sont alignées pour développer le transport ferroviaire conventionnel et combiné, vous savez tous qu'on a vécu des moments très compliqués liés à la crise énergétique et l'inflation globale qui s'en est suivie. Donc là, on a demandé aux chargeurs de qualifier l'impact de la crise énergétique sur leur transport ferroviaire. À 55%, donc plus de la moitié, ils disent que c'est un impact moyen ou élevé. Donc ce qui est une grosse majorité. Et 38% d'entre eux considèrent qu'ils ont été fortement impactés. Par ailleurs, la majorité du panel, donc près des 3/4, considèrent que la crise de l'énergie a eu un impact sur leur choix de mode de transport.
En effet, nous, les éléments qu'on a par ailleurs à la UTF, ça confirme ce point. Aujourd'hui, sur une enquête qu'on a faite, à peu près 40% des répondants indiquaient qu'ils ont maintenant des clauses de revalorisation tarifaire périodiques, trimestrielles ou mensuelles, sur leur flux ferroviaire, donc avec des systèmes d'indexation, mais avec une grande difficulté sur la lisibilité de la mise en place de ces flux et la difficulté de savoir si c'est juste ou équilibré ou pas. L'autre élément, c'est qu'il y a un empilement de surcoûts et clairement, malheureusement, ça porte vers un report modal inversé vers la route ou une réduction des flux ferroviaires. Donc il faut arriver à combiner cet enjeu-là conjoncturel avec le long terme. Et dernier élément qui se traduit bien ici, on a questionné sur les perspectives d'évolution de transport conventionnel ou combiné d'ici 2-3 ans. Donc avec pour le conventionnel 38% des répondants qui indiquent une augmentation potentielle de leur flux ferroviaire, donc qui est en baisse par rapport à l'année dernière, puisqu'on avait 5 points de plus l'an dernier, et 54% pour le transport combiné, donc qui envisage d'augmenter les flux. Le point marquant néanmoins là cette année, c'est le nombre d'incertains. 42% pour le ferroviaire conventionnel ne savent pas répondre, et 27%, donc presque un tiers, pour le combiné ne savent pas répondre. Et là, on pointe vraiment l'incertitude globale et les conflits d'enjeux long terme et court terme sur ces sujets-là. Et pour finir, on a posé la question de savoir quel est le mode qui a le plus de potentiel de développement. Alors, la façon dont les questions étaient posées, c'est quand on répondait de 1 à... Enfin, plus les chiffres étaient petits, moins c'était favorable. Voilà, de tous les modes proposés, c'est le transport combiné rail-route qui est le plus fréquemment cité dans le top 3. Donc, des modes appelés à se développer. Donc, j'espère que les éléments du GNTC vont confirmer ces éléments, suivis par le transport routier et le transport ferroviaire conventionnel. Donc ça, c'est quand même une nouveauté, puisqu'on avait quand même l'année dernière, c'était le transport routier qui était en première place. Donc voilà, je suppose que c'est un bon moyen d'ouvrir le débat et de passer la parole à Aurélien. Merci beaucoup Anne-Laure et Valérie pour cette présentation très complète qui appellera, je pense, pas mal de commentaires et de questions, mais je vous propose d'enchaîner tout de suite et très naturellement, puisque la transition était amorcée, avec Aurélien sur cet observatoire du transport combiné. Quelques mots d'abord pour rappeler ce qu'est cet observatoire, comment il est né, et puis juste après, donc les principaux enseignements. Oui, bonjour, merci Gilles, bonjour à tous. Effectivement, donc, on voulait vous parler un petit peu d'un projet qui nous tenait à cœur et qu'on a mené à bien tout récemment, qui est l'Observatoire du transport combiné, donc, qui publie son rapport annuel au moment de la SITL. Donc c'est un peu l'exclusivité, c'est la primeur cette année. Donc en quelques mots, l'Observatoire du transport combiné, c'est une initiative commune de plusieurs acteurs du milieu du report modal, à la fois du côté ferroviaire mais aussi du côté fluvial. Donc je voudrais d'abord commencer par remercier vivement tous les acteurs qui ont participé au projet. Il y en a quelques-uns dans la salle. Donc vous voyez que c'est une initiative évidemment des deux gestionnaires d'infrastructures, SNCF Réseau pour le ferroviaire, VNF pour le côté fluvial. Le GNTC donc, a piloté le projet. Et puis on a eu la participation également de l'ADEME, du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires avec le SDES qui est le service des statistiques du ministère et la DGTM également. Et puis enfin on a eu la participation de l'autorité de régulation des transports de l'ART. Donc l'objectif de cet observatoire, c'est évidemment de mieux connaître collectivement les données stratégiques du transport combiné rail-route et fleuve-route. Et c'est de partager, diffuser ces informations, ces données, ces statistiques pour évidemment le bénéfice de la collectivité, si je puis dire, de l'ensemble de la filière. Il faut savoir que cette initiative, elle est partie d'un constat qui était de dire malheureusement, dans notre filière d'activité,
on manquait de données, on manquait de statistiques, et souvent on nous posait la question où est-ce qu'on en est en termes de chiffres, de progression, de développement, et on avait un peu de mal parfois à y voir clair. Donc on s'est retroussé les manches, on a mis tout le monde autour de la table et on a essayé de travailler sur des données qui soient objectives, qui soient fiables, qui soient scientifiquement reconnues par l'ensemble des parties et qu'on puisse ensuite vous les montrer, vous les proposer. Donc je vais commencer par le premier volet sur le combiné rail-route. Donc le message global, évidemment, c'est une très forte continuation de la dynamique de croissance du transport combiné. D'abord sur les trains kilomètres. Donc vous voyez qu'en 2021, on avait 19,1 millions de trains kilomètres. En 2022, on est à 20,6 millions de trains kilomètres. Donc on a une forte hausse de la production en combiné rail-route pour les opérateurs de transport combiné, avec plus 7,9%. Sur le volet tonnes-kilomètres brut, donc en 2021, on était à environ 23 milliards de tonnes-kilomètres brut. En 2022, nous sommes à un peu plus de 25 milliards de tonnes-kilomètres brut. Et donc, ça fait une progression de 9,4%. Donc, très forte hausse des volumes de transport combiné rail-route qui sont transportés. J'ai envie de dire, s'il y a un chiffre qu'on peut retenir, c'est celui-là qui me semble le plus significatif aujourd'hui de la progression du combiné en 2022. Sur le tonnage brut moyen par train, en 2021, on était à 1341 et en 2022, on est à 1391, donc avec une progression de la hausse des tonnages moyens, donc de 4,1%. Donc, ce qui fait qu'on peut l'analyser de plusieurs manières, mais disons que c'est soit des trains un peu plus remplis soit des trains un peu plus lourds. Voilà. Donc c'est en tout cas tout à fait positif, évidemment. On a une deuxième série de chiffres et de données, là qui concerne plutôt l'année 2021 et qui concerne peut-être plus le volet UTI transporté. Donc on a d'abord les tonnes kilomètres nettes. 2020, 11 milliards de tonnes kilomètres nettes transportées, avec en 2021 13,8 milliards de tonnes kilomètres transportées, donc ça a une progression de 16,7% sur le volume transporté. Et puis on a deux séries de chiffres un peu différentes que je vais expliquer. D'abord les chiffres qui nous proviennent de la DGTM, donc ministère des Transports, via ce qu'on appelle l'aide à la pince. L'aide à la pince, c'est une aide qui est versée aux opérateurs de transport combiné sur chaque manutention opérée sur un terminal français. Donc la DGTM nous a donné les chiffres en 2022, autour de 730 000 UTI transportés et aidés par cette aide à la pince. Donc c'est une tendance à la hausse, avec plus 16% de croissance sur les UTI transportés selon la DGTM. Et puis l'ART a un autre chiffre qui concerne les UTI transportés. Mais l'ensemble, je dirais, des UTI transportés, et donc là on est à environ 1,3 million d'UTI transportés, ce qui fait une progression de 15,3%. Donc on a de toute façon la même tendance de progression entre 2021 et 2022, c'est autour de 16% de croissance sur le volume transporté. Donc sur le combiné rail-route, on peut vraiment constater, et en 2021 et en 2022, une très forte progression vraiment de cette tendance. Donc ça confirme effectivement ce que disaient mes acolytes tout à l'heure sur le potentiel de croissance du combiné rail-route qui est vraiment important, qui est très fort. Et je voudrais ajouter un dernier chiffre sur le combiné rail-route. Aujourd'hui, le combiné rail-route représente environ 39% du volume à l'intérieur du fret ferroviaire. Et donc le fret ferroviaire conventionnel représente l'autre partie, les 61% restants. C'est important de l'avoir en tête parce que cette progression, elle augmente d'année en année. Et je pense, sans trop m'aventurer, que dans les années qui arrivent, le combiné rail-route va certainement dépasser les 50% à l'intérieur du fret ferroviaire. Donc ça montre bien ce fameux potentiel de croissance du combiné qui est, je dirais, la locomotive de croissance du fret ferroviaire pour les prochaines années. On a une ambition de tripler l'activité du combiné rail-route en 10 ans. Donc c'est vous dire cette forte ambition.
Je passe maintenant donc au combiné fleuve-route aussi. On parle de report modal et c'est intéressant d'avoir aussi ces chiffres-là. Donc on a beaucoup travaillé avec VNF sur ces éléments. Vous voyez donc sur les EVP transportés entre 2021 et 2022, on est passé de 582 000 EVP à 605 000, donc avec une hausse des volumes de 3,85%. Sur le volet conteneur en fluvial, en combiné fluvial. Le nombre de voyages est passé de 9 297 à 9 902, donc une progression de 6,5%. Et on a fait un petit calcul entre le nombre de VP et le nombre de voyages pour avoir à peu près une moyenne sur le taux de remplissage des barges, donc qui n'évolue pas sensiblement. Donc on passe de 62 à 61, donc l'évolution n'est pas significative. Donc ce sera intéressant de regarder dans les prochaines années aussi ce taux de remplissage sur le côté fluvial. Voilà, donc, et pour terminer, donc, vous dire que ce rapport sera mis en ligne début avril sur le site du GNTC. Vous pouvez récupérer ce rapport à la sortie. On l'a mis à disposition pour tout le monde et sur le stand du GNTC, bien sûr. L'objectif de l'Observatoire, c'est vraiment une publication annuelle pour actualiser ces données, ces chiffres et regarder les tendances. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations. Merci beaucoup Aurélien, merci à tous les trois pour cette présentation. On a connu des années où il y avait un peu plus de moins et un peu moins de plus. Là, il y a quasiment dans les chiffres que des plus. Plus pour les trafics, plus pour les perspectives et plus aussi pour les attentes. Et je pense que ça va être aussi un des éléments de notre discussion qu'on va entamer maintenant avec tous les cinq. Je voudrais commencer par vous, Yves-Antoine, avec quelques premières réactions à chaud sur ces éléments qui viennent d'être présentés, à la fois pour le fret dans son ensemble et puis pour le combiné plus particulièrement. Merci, bonjour. Alors, d'abord, je prends quelques précautions sur les éléments. Je suis très heureux qu'on puisse avoir ces chiffres parce que c'est vraiment des indicateurs qui, année après année, nous montrent un petit peu ce qui se passe. J'ai deux petites réserves. La première, c'est vos comparatifs 20-21. Je suis assez prudent parce que l'année 2020 était quand même très particulière. Donc les plus 16% d'accroissement en 2021, je pense qu'il faut les moduler. Et puis j'ai une autre petite réserve sur le baromètre Euroconsult qui est très utile. Dans le panel, on voit qu'il y a probablement beaucoup de chargeurs qui sont des utilisateurs et des habitués du fret ferroviaire, ce qui peut-être déforme un petit peu la perception qu'on peut en avoir. Et donc d'ailleurs, j'invite, si dans la salle il y a des industriels, des chargeurs, à participer. Et si vous n'utilisez pas le ferroviaire ou que vous vous posez la question, participez à ce baromètre les années prochaines. Ça nous aidera encore mieux à comprendre. Voilà, donc vous pouvez vous adresser à la UTF ou à Eurogroupe pour pouvoir participer les années prochaines. Ça sera d'autant plus parlant. Alors, moi, les premiers commentaires que j'aurais à faire, donc nous, Arkema, entreprise de chimie, on est très utilisateurs de ferroviaire depuis très longtemps, on est très impliqués. Donc on a peut-être une vue un petit peu déformée. On a depuis quelques années une ambition très forte, collective, collégiale, à la fois de la profession, de l'ensemble des professionnels du fret ferroviaire, des chargeurs. Il y a une espèce d'enthousiasme pour faire croître cette part. On sait que c'est nécessaire. Néanmoins, le fait est de dire que on est loin d'atteindre les ambitions qu'on s'est tous données, hein, avec l'idée de doubler la part du fret ferroviaire d'ici à 2030. Je pense qu'on en est assez loin. Hein. Ça voudrait dire près de 20% du fret ferroviaire dans le transport de marchandises. On en est encore relativement loin, malgré un certain nombre de signaux qu'on a ici qui sont très positifs. Hein. La croissance très rapide du transport combiné. Quelques signaux aussi favorables sur le fret conventionnel, notamment sur une meilleure perception de la qualité de service. Et ça, Édouard Laverny pourra certainement nous commenter ces aspects-là. Néanmoins, je pense que vis-à-vis des enjeux qu'on a de décarbonation, des enjeux qu'on a sur la pénurie de conducteurs routiers, etc., on est tous quand même relativement loin de ce qu'on aimerait ou de la trajectoire sur laquelle on aimerait être. Et donc, je trouve que ça pose quelques questions sur lesquelles
on doit réfléchir assez rapidement, collégialement, c'est tout le monde, c'est les chargeurs, c'est les opérateurs, mais c'est aussi et beaucoup la puissance publique, d'une manière générale, dont on pourrait attendre, à mon sens, une trajectoire plus claire et à plus long terme. Aujourd'hui, on est sur, je dirais, on fait des petits pas et c'est très bien, mais on les fait parce que on s'engage pas vraiment sur le long terme. On s'engage sur des initiatives à 2 ans, 3 ans. On subventionne tel système pendant 2-3 ans. C'est très bien, il faut continuer à le faire. Mais ce n'est pas forcément suffisant pour encourager des opérateurs ou des chargeurs sur des investissements, sur des choix stratégiques, des choix structurels de long terme, parce qu'on n'a pas vraiment la visibilité de ce qui va se passer dans les années qui viennent. Nous, Arkema, on est très utilisateur de wagons isolés. On est un des gros chargeurs de wagons isolés en France, on n'est pas le seul, mais on se trouve de plus en plus isolé, parce que c'est un système qui a du mal à trouver sa rentabilité, évidemment, qui a du mal à trouver sa performance, et pourtant c'est un système qui est indispensable pour un certain nombre de grandes industries en France, et en France et à l'international, puisqu'on n'est pas que français. Et donc je pense qu'il faut qu'on se pose la question de, par exemple sur le wagon isolé, mais plus généralement sur le transport de fret conventionnel, c'est quoi la vision qu'on a sur ce mode de transport dans les 10-15 ans? Il faut se poser cette question-là. On voit bien que les indicateurs qu'on a là nous donnent quelques signes encourageants, mais on n'est pas sur une transformation. On n'est pas sur une transformation du tout. On améliore petit à petit, mais ce n'est pas suffisant. Quand on regarde par ailleurs, vous disiez que la part du transport combiné croît année après année. Ça veut dire aussi que la part du conventionnel décroît très très vite, ce qui est un sujet. Donc il faut qu'on pose cette question-là. Je pense qu'on pourra peut-être commenter un petit peu plus par la suite. Merci beaucoup. Oula. Vous évoquiez tout à l'heure, à l'instant, la réflexion collective, la collégialité, de réfléchir tous ensemble aux moyens de la croissance. Il y a une thématique qui a été posée dans l'enquête, dans le baromètre Eurogroupe, c'est la mutualisation qui est arrivée en 2022. Et c'est un thème qui est monté assez vite, je crois 17% si je me souviens bien, dans les thèmes attendus pour le futur. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça veut dire que les chargeurs demandent à ce que vous travaillez effectivement ensemble, pas simplement dans l'argumentaire, dans la pression envers les pouvoirs publics, mais aussi entre vous pour des parcours complexes, pour un certain nombre de demandes de trafic? Oui, absolument. Alors, deux aspects. D'abord, effectivement, les chargeurs essayent maintenant petit à petit de faire des choses ensemble. On sait très bien que, par exemple, créer des routes, créer des trains, ça suppose, il y a une espèce de ticket d'entrée qui est dissuasif pour soit les entreprises ferroviaires, soit les opérateurs de transport combiné, parce qu'ils veulent être sûrs, évidemment, de pouvoir les remplir et de pouvoir revenir sur l'investissement qu'ils font. Et donc, on sait que c'est aussi à nous, chargeurs, d'apporter cette espèce de momentum qui va permettre de créer l'offre. C'est-à-dire que si la demande ne se formalise pas, ne se matérialise pas, ou qu'elle est complètement fragmentée, l'offre a du mal à se structurer. Donc, il y a des initiatives qui sont prises ici ou là. Nous-mêmes, on participe avec d'autres actuellement sur des recherches de pistes de mise en commun de nos volumes pour pouvoir créer ou proposer à des opérateurs de créer des lignes régulières qui permettraient de faire du report modal de manière organisée, structurée et durable. Ça, on le fait tout à fait. Par ailleurs, mais ça, je laisserai Édouard commenter ça davantage, les opérateurs ferroviaires tels que Fret, je dirais, mettent en place aussi eux-mêmes des solutions pour pouvoir mutualiser dans leur propre convoi, sans forcément que le chargeur intervienne dedans, mais pour pouvoir, je dirais, diminuer le coût moyen du transport de chaque wagon par la mutualisation des moyens et la mise en commun des wagons des clients. Merci, vous avez quasiment passé le témoin à votre voisin de gauche, Édouard Laverny. Quelques réactions à chaud sur ces deux présentations? D'abord, je crois que la période est bonne. Alors, je mettrai entre parenthèses juste le moment présent. Et pour les utilisateurs du ferroviaire, je vous présente les excuses du système ferroviaire, parce qu'on sait que c'est compliqué. Mais c'est une parenthèse et gageons que ça va repartir vite. Donc oui, il y a une période qui est très bonne pour deux raisons. On le sait, on a vu que c'est rentré dans les 4e critères
il y a une demande de plus en plus forte ou un intérêt de plus en plus fort sur les sujets environnementaux. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais là on passe de discours, d'intention à vraiment des actions. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que je pense que le ferroviaire fait, alors on n'est pas encore à la révolution, mais on travaille de plus en plus dans une mutualisation, dans un système ouvert. Et le système ouvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs entre eux essaient de créer de la valeur. Et on crée de la valeur de deux manières, soit parce qu'on arrive à mutualiser davantage les moyens de production, soit parce qu'on arrive à utiliser les moyens de production des uns des autres. C'est une sorte de mutualisation interne ou avec les partenaires pour avoir le service. Donc ça, je pense que c'est important. Et puis le dernier point dans cette dynamique, on a souvent opposé le combiné et le conventionnel. Moi, je vais vous dire, il n'y a pas d'opposition. Il faut qu'on sorte de ça. Il y a une logique qui a un besoin des clients. Le combiné est le premier levier assez facile, parce que quand on veut faire du report modal, on met des camions sur le train, et l'objet à passer de l'un à l'autre, une caisse, c'est évidemment ce qu'il y a de plus naturel. Le conventionnel se développe aussi assez fort, c'est récent, à une vitesse plus lente que le combiné, puisque le réservoir de croissance, il est chez qui? Il est chez les routiers. 90%, un peu moins, 87% des volumes sont faits par la route. Donc évidemment, si on veut arriver à apporter des solutions, il faut qu'on arrive à apporter des solutions aux transporteurs routiers pour leur compte de les industriels. Ça passe par du combiné, que ce soit du combiné industriel avec des opérateurs, des plateformes structurées. Ça passe par du combiné chez les industries, directement chez eux. Et ça passe par tout simplement tout ce qu'on peut mettre en place pour favoriser les échanges, via la technique combinée, via du cross-dock. Mais en tout cas, c'est ce qu'il faut qu'on mette en place. Donc c'est majeur. Et pour ça, il faut qu'on ait un réseau, une infrastructure et des plateformes qui permettent de le faire. Tant pour le combiné qui a besoin de croissance, que des plateformes de cross-dock qui permettra effectivement cette mutualisation. Et là-dessus, y compris sur les plateformes de cross-dock, on commence à voir des industriels ou des routiers qui ont quelques installations propres, qui se disent « mais si j'ai des installations, c'est bien, mais à l'autre bout, il n'y en a peut-être pas. Donc je fais quoi ?» Et une recherche de synergie pour que chacun ensemble arrive à constituer un réseau. Donc on est dans cet instant, ça reste à bâtir. On a quelques premiers signes encourageants, donc il faut continuer cette dynamique. Merci. Yves-Antoine, à l'instant, précisait que les réponses étaient fournies majoritairement par des utilisateurs du fret ferroviaire déjà, et qu'il aurait fait, enfin, on pourrait peut-être dans les années à venir espérer qu'il y ait davantage de chargeurs intéressés et pas encore convertis au fret, mais le simple fait dans le panel existant que ces chargeurs évaluent positivement la capacité du système à expliquer comment ça fonctionne. Qu'est-ce que ça vous inspire? On a vécu beaucoup d'années, y compris ici à la SITL, où la première critique c'était on n'y comprend rien. Vous ne faites pas d'efforts, c'est la croix et la bannière. Et là, ça commence à s'inverser. Qu'est-ce que ça vous inspire à tous les deux? Bien sûr, c'est positif et c'est favorable. Et c'est tant mieux. Je pense qu'à force de parler du fret ferroviaire et à force dans nos entreprises d'avoir aussi la petite musique sur la décarbonation, de toute façon, on sait qu'il faut faire quelque chose, on sait qu'il faut bouger. De plus en plus d'entre nous, d'entre vous s'y intéressent et donc comprennent, donc savent comment ça marche. Et donc aussi, l'offre se fait un petit peu plus lisible. Je pense que les entreprises ferroviaires ont aussi fait beaucoup d'efforts pour aller vers les chargeurs et aller les chercher et ne plus attendre qu'ils viennent en leur parlant d'un jargon extrêmement technique et extrêmement compliqué. Donc un effort de lisibilité, de compréhension qui a été fait et qui est en train de se faire, qui n'est jamais terminé, hein, parce qu'on peut toujours aller plus loin. Donc ça, c'est une bonne chose. Je pense qu'on manque encore d'un espèce de petit vadémécum, et je ne sais pas si ça doit émerger des entreprises ferroviaires, du ministère, mais on manque d'un espèce de guide de je veux mettre au ferroviaire, le ferroviaire pour les nuls, quoi. Hein, c'est le truc, je veux faire des trains, je veux que mes marchandises passent par le train, comment je m'y prends, je vais voir qui, je fais comment. Il y a des gens qui expliquent, il y a des gens qui en parlent.
à ce jour, à ma connaissance, il n'y a pas un document un petit peu clair, un petit peu simple, qui permet d'y aller, sauf à ce que je me trompe. Hein. Je crois que SNCF Réseau planche sur le sujet. On va faire quelque chose d'interactif. Je me permets, merci beaucoup. Bonjour, Olivia Fischer, je travaille au marketing de SNCF Réseau. Et effectivement, on commence avec Anne, on lance une formation de effectivement, le fret ferroviaire pour les nuls à partir de septembre, donc à destination des chargeurs, des routiers, de ceux qui aimeraient comprendre un peu mieux et en termes le plus simple possible, comment on peut passer au fret ferroviaire. Formation gratuite ou payante? Ça dépend. Hein, pardon. Ah, Valérie. Non, mais allez-y. C'était juste pour compléter. Effectivement, c'est notamment dans le cadre du programme Remove, report modal et verdissement, qui est un programme C2E dont la UTF est porteur associé, qui vise directement à augmenter le report modal et notamment avec un programme de sensibilisation, de formation. Et je pense que un point important qui a été dit aussi, c'est qu'il faut former les chargeurs, mais il faut former aussi les transporteurs routiers, les commissionnaires de transport généralistes, qui sont eux prescripteurs et avec un levier de croissance très important. Édouard? Oui, non, je crois qu'il y a une chose. C'est vrai que le ferroviaire, les personnes travaillant dans le ferroviaire s'amusent, s'intéressent à la complexité du mode. Il faut le rendre simple, et c'est assez simple. Pourquoi aujourd'hui le transport combiné a une forte croissance, hormis le fait qu'il s'adresse à des routiers, c'est plus lisible, et donc c'est plus facilement compréhensible. Le ferroviaire, dans son ensemble, doit montrer cette simplicité, à nous de gérer la complexité. Une chose qui paraît évidente, c'est que de plus en plus, avec la transparence, l'information, les datas, on a vu dans votre panel que ça devenait de plus en plus important. Les choses s'ouvrent, tout le monde a accès à pléthore d'informations. Donc maintenant, c'est quelle valeur on va apporter, comment on crée de la valeur avec nos clients dans ce nouveau schéma. Merci. Je vais vous donner la parole parce que j'ai vu qu'il y a plein de mains qui se lèvent. Je voudrais poser une dernière question sur les ressorts de la croissance. On a vu tout à l'heure que l'environnement était en bonne place. Vous confirmez tous les deux que c'est le critère principal qui est en train de monter ou il est encore partagé avec d'autres aspects qui ressortent plus de la contrainte comme le déficit de conducteurs routiers? Quelle est votre estimation? Non, je pense j'aurais dû laisser la parole à Yves en tant que chargeur, mais on a effectivement beaucoup de chargeurs qui viennent nous voir avec cette thématique de volonté de décarboner leur transport ou avoir des solutions plus performantes. Donc ça fait partie de l'environnement et des critères d'appréciation. Après, il ne faut pas se leurrer. Ce qui fait que les gens viendront au ferroviaire, c'est qu'on a une offre fiable, compétitive et performante. Donc il faut qu'on arrive à rassurer. On a maintenant cette dimension supplémentaire qui nous oblige à apporter une réponse à ces chargeurs pour les accompagner dans cette décarbonation. Donc c'est bien, c'est moteur, à nous d'être à la hauteur. Yves? Oui, effectivement, l'environnement, la décarbonation, c'est un moteur très très efficace, c'est évident. C'est sûrement pas le seul, parce qu'effectivement, la problématique conducteur, on sait tous qu'il faut qu'on y fasse face et qu'une des solutions, c'est le transport ferroviaire. Je pense néanmoins qu'il y a un certain nombre de leviers qui doivent être mis en œuvre, notamment au niveau de la puissance publique, pour pouvoir accélérer tout ça et permettre aux chargeurs d'aller plus vite vers ce report modal. Je pense qu'il y a un sujet d'infrastructure déjà. On a un sujet d'infrastructure, c'est-à-dire qu'il faut investir beaucoup plus dans l'infrastructure du fret ferroviaire. Il faut aider les chargeurs. Aujourd'hui, sachez que les chargeurs qui sont connectés au ferroviaire, c'est à eux de financer la rénovation des voies qui les relient au réseau public. Enfin, ce qui est complètement anormal. On demande à des industriels de financer la route qui va jusqu'à leur usine, quoi, en gros. C'est à peu près ça. C'est des choses qui ne sont pas normales. Il faut développer les chantiers intermodaux, il faut qu'il y en ait beaucoup plus et qu'ils soient beaucoup plus vastes avec une capacité d'accueillir beaucoup plus de volume. C'est la seule solution pour aller beaucoup plus vite. Et puis, dernier point, c'est que aujourd'hui, le ferroviaire touche et est utilisé par des secteurs industriels que vous avez vus là dans le panel. Il y a un certain nombre de grandes industries ou dans grands secteurs de l'économie qui n'y sont pas, ou très peu. Je pense à toutes les activités de retail en général ou de produits de grande consommation. Je pense à l'automobile qui est encore très très peu là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on est souvent dans des logiques très économiques, de supply chain très tendues, très rapides, etc.
Et il faut que ces secteurs-là rejoignent aussi, participent à, je dirais, cette ambition collégiale pour que aussi la structure se développe et que les moyens soient disponibles. Et là-dessus, moi, j'hésite pas à dire qu'il faut peut-être imaginer aussi, on a des ambitions de décarbonation de notre pays, comme tous les autres, et j'hésite pas à dire qu'il faut peut-être même envisager des mesures un petit peu contraignantes. Si on ne fait appel qu'à la bonne volonté individuelle de chaque chargeur, il se passe des choses, mais on voit que c'est très lent. Et il faut peut-être imaginer, si on a une ambition nationale de décarboner les transports de notre pays, je pense qu'on ne peut pas éviter à un moment de passer par un mode un peu contraignant. Aurélien ? Oui, juste un peu en complément, mais j'adhère évidemment à tout ce qui a été dit auparavant, notamment sur les chantiers de transport combiné, qui est un point de développement majeur pour notre filière d'activité. J'y ajoute aussi la question de la capacité sur les sillons. Évidemment, on ne pourra pas faire plus de ferroviaire, on ne pourra pas faire plus de combiné rail-route si on n'a pas des sillons de bonne qualité qui répondent à la demande des opérateurs et si on n'a pas plus de sillons également. Et dans le combiné rail-route, on est sur des sillons long parcours qui sont exigeants. Donc c'est souvent la difficulté qu'on peut avoir en termes de qualité de service. Donc là, c'est un peu un message aussi en direction du gestionnaire d'infrastructure qui doit nous aider largement sur cette question des sillons ferroviaires. Le message passe. Il y a beaucoup de questions, alors je vais demander... j'ai vu un peu tous les bras qui se levaient. Je vais demander à chacun de se présenter, de poser une question la plus concise possible pour que tout le monde puisse prendre la parole. Monsieur. Oui, donc François Combes, je suis responsable des transports pour le groupe Apéram, l'ancienne division inox d'ArcelorMittal. Alors je suis également enseignant en master développement durable sur les sujets de supply chain durable et ça m'intéresse beaucoup s'il y a des gens qui travaillent justement sur le transport combiné pour les nuls ou le transport ferroviaire pour les nuls, parce que je fais part à mes étudiants d'expérience de report modal, mais c'est le genre de choses que je suis tout à fait prêt à partager avec madame notamment. C'était une offre de service, une offre intéressée pour partager des choses. Qui a levé le bras? Alors, Anne. Oui, bonjour, je suis Anne de Martel, SNCF Réseau. Je voulais surtout apporter un complément d'information sur le développement du marché du transport combiné. Le transport combiné, c'est bien entendu le transport de conteneurs sur des wagons et des camions. Et ce segment se développe de façon importante, c'est incontestable. Mais c'est aussi les autoroutes ferroviaires, c'est-à-dire le transport de semi-remorques sur les wagons. Et on a eu depuis 2 ans le développement de la création de nouvelles autoroutes ferroviaires sur des distances très longues, puisque c'était entre Calais, Perpignan, Calais-Sète, Sète-Valenton. Ce sont des trajets très longs avec des trains des trajets très longs avec des trains plutôt longs et des fréquences importantes des allers-retours quotidiens. C'est une solution qui est très simple d'accès puisqu'on n'a pas besoin d'être embranché. Le camion, enfin la semi-remorque monte directement sur le wagon. Et donc c'est cette croissance et ces apparitions qui ont permis, enfin qui ont été un levier très important dans le développement du marché aussi qu'on constate maintenant. Merci pour cette précision. Un mot de commentaire, Édouard? Oui, non, mais c'est vrai. En fait, les semi-remorques, moi, je ne fais pas de distinction entre semi-remorques combinées. Tout ça, c'est du combiné. Mais vous avez raison. En fait, dans le combiné, c'est les semi-remorques qui se développent le plus. Précision intéressante. Alors, peut-être, oui. Gilles, pardon. C'est juste, tout le monde se développe pour le coup. Pour avoir un peu les ordres de grandeur en tête, aujourd'hui, le transport de conteneurs et de caisses mobiles, c'est environ 80% du marché. Et le transport sur wagons surbaissés, comme on dit, donc plutôt autoroute ferroviaire. Mais sur les wagons surbaissés, il n'y a pas que des semi-remorques pour le coup. On peut mettre à peu près pas mal de choses. C'est 20% aujourd'hui. Mais c'est un secteur effectivement qui a connu une forte croissance ces dernières années, avec de nouvelles lignes ferroviaires, et il va y en avoir d'autres dans les prochaines années. C'est important effectivement de décomposer cette croissance. Alors, une question ou une intervention d'André Tinière, objectif OFP, cher André. Merci bien Gilles. Bonjour à tous. Juste deux petites précisions. Le ferroviaire pour les nuls, c'est une étiquette marque déposée par notre ami Jean-François Lagan. Donc je ne me permettrai pas de dire le ferroviaire pour les nuls. Cela étant, plusieurs d'entre nous, d'ailleurs dans le GNTC, SNCF Réseau, ont participé à un effort de TLF qui, je crois, à 11h sur son stand, va faire la présentation d'un guide pour le transport ferroviaire. Donc c'est curieux que personne de TLF ne parle de TLF, mais je me permets de parler au nom de TLF, qui est membre d'Objectif OFP. Deuxième chose, une toute petite précision, les industriels qui ont la volonté d'investir dans un ITE
peuvent obtenir une aide de l'État et de la région à hauteur de 50%. Alors, 50%, un bon industriel vous dira certes, mais il faut que j'amortisse l'autre 50%. Donc je suis conscient que ce n'est que 50%. Cela étant, si on veut se satisfaire de quelque chose, cette aide existe en Allemagne, en Suisse et en Autriche depuis 2005. La profession, et je dirais Objectif OFP, a bataillé pour obtenir que cette aide existe en France. La première étape a été en 2013 et la deuxième en 2019. Donc vous voyez que le temps ferroviaire ne s'exprime pas de la même manière selon le côté de la frontière où on se trouve. Mais aujourd'hui, et grâce, si on peut dire, à la Covid, qui a permis un plan de relance dans lequel il y avait des fonds dédiés, il y a des dizaines d'ITE qui ont été modernisés grâce à ce dispositif. Donc je suis bien d'accord que ça serait encore mieux si c'était plus, mais celui-là existe. Alors surtout utilisez-le, parce qu'un jour un fonctionnaire dira finalement ça ne sert à rien, donc on s'en sert, donc on le supprime. Merci André. Merci André, à la fois pédagogie, optimisme, œcuménisme. Une question ici. Bonjour à tous, Jérémy Gallo, donc manager dans un cabinet de conseil en supply chain, Newton Voreal. A été évoqué le retail qui n'est pas assez sur les sujets ferroviaires. C'est des gens qui ont des flux très courts en général, qui ne dépassent pas les 200-300 km. Est-ce qu'il existe des solutions en multimodal ou en ferroviaire pour des flux de courte distance aujourd'hui? Excellente question, Édouard Laverny. Là, en fait, deux choses. Quand on parle de retail, on est aussi avec les liens entre les industriels et les retailers. Donc là, il n'y en a pas assez sur les produits de grande consommation. On est sur des distances un peu plus longues. Donc oui, ne serait-ce que là-dessus, je pense aux boissons, enfin à toutes les grandes marques que vous connaissez, on est tous des consommateurs. Donc il faut qu'on apporte une réponse. Il y en a un peu qui utilisent le combiné. Au conventionnel, ça commence, mais c'est encore très lent pour des raisons de compétitivité et de fiabilité, de performance. À nous de travailler. Sur les courtes distances, la nécessité, c'est d'être très industriel, très massifié pour avoir une offre pertinente. Donc, soit on arrive à entrer dans cette logique-là, et on peut peut-être avoir une possibilité. Si on ne répond pas à ces deux conditions, la route sera toujours votre meilleur allié. De ce point de vue, pour le retail, la pénétration dans les métropoles est un enjeu important, la logistique urbaine. On va voir dans une table ronde qui va suivre que le rail fleuve semble pertinent, notamment en Île-de-France, avec des taux de progression importants. C'est une solution d'avenir. Oui, on a quelques plateformes, donc on est toujours dans la même chose. Le but, c'est de trouver des plateformes à l'extérieur des villes pour faire les derniers kilomètres décarbonés. Donc soit par le fleuve, soit par des camions qui sont des camions au gaz, à l'électrique, tout ce qu'on veut. Donc c'est possible. On en revient toujours à la logique des plateformes à proximité qui permettent effectivement ces bouger. Et là, on pourra intéresser le retail. Mais là encore, le flux amont, avant d'arriver sur ces plateformes, il faut qu'il ait un minimum de distance. On en arrive aussi à la question des terminaux. Aurélien, tu as beaucoup évoqué les sillons, tu as beaucoup évoqué la qualité de service. Les terminaux, c'est aussi un enjeu important pour doper l'offre de transport combiné. Absolument, c'est peut-être le levier principal, j'ai envie de dire. C'est une des priorités de notre filière d'activité aujourd'hui. C'est à la fois la rénovation et la modernisation des terminaux existants. Donc le parc de terminaux est malheureusement dans un état un peu vétuste et il y a un vrai besoin de travailler là-dessus. Et puis il y a surtout le besoin de créer de nouveaux sites, nouveaux chantiers de transport combiné. Et donc on y réfléchit tous ensemble au sein de la filière, notamment à travers la création d'un schéma directeur des plateformes multimodales. Donc ça, c'est une des mesures de la stratégie nationale ferroviaire. C'est un travail qui est fait notamment par l'État avec les acteurs concernés. Normalement, à l'automne prochain, on devrait avoir un schéma directeur de ces plateformes et l'objectif ce sera de commencer à travailler sur les tours de table financiers, sur le mode de gestion de ces plateformes multimodales parce que le besoin est très important pour les opérateurs aujourd'hui. L'estimation que nous avons en tête, c'est un besoin de 15 nouvelles plateformes d'ici 10-15 ans pour répondre justement à l'ambition de tripler le transport combiné. Et on verra, oui, allez-y. Mais peut-être un point que j'ai oublié qu'on n'évoque pas. C'est la notion de stock roulant. Aujourd'hui, le stock roulant qui peut être utilisé dans le ferroviaire,
ne rassure pas, puisqu'il manque la traçabilité et le contrôle de ce stock roulant. Avec la vision des data qui est de plus en plus performante, on va arriver, et j'espère qu'on arrivera à convaincre des industriels, si la performance délai n'est pas toujours celle attendue de la route, d'intégrer cette composante comme le stock roulant. Et on n'est plus dans une logique de transport, on est vraiment dans la logique supply. Et là, on y arrivera avec des data, parce qu'on arrivera à monitorer parfaitement le stock, où est-ce qu'il est positionné, et on développe une nouvelle logique quelque part du transport, qui n'est plus que le transport, qui est vraiment la logique supply. Chose que fait peu le ferroviaire, on doit y arriver. Anne-Laure ? Oui, juste peut-être, je voudrais réagir, et là peut-être aussi en tant que citoyen, consommateur, c'est peut-être aussi à chacun de nous, peut-être de demander à ce que nos produits affichent aussi leur performance en termes de supply chain. On affiche la performance nutritionnelle, mais voilà, demain, il faudrait peut-être aussi qu'on pousse chacun pour que ces éléments-là apparaissent et que du coup, finalement, la bascule soit plus rapide. Une sorte de notation environnementale, effectivement, de logistique. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui se jouent autour de ça. On a vu aussi dans le salon qu'on avait peut-être atteint une sorte de plafond dans le juste à temps systématisé. Il y a peut-être aussi quelques évolutions de ce point de vue-là. Est-ce que vous avez noté aussi ça, Édouard, Yves ? Que, bon, il y a peut-être quelques hésitations. On a vu par exemple que la crise avec la Grande-Bretagne avait quand même profondément bouleversé un certain nombre de circuits industriels et que des gens réfléchissent peut-être à être un peu moins dépendants du juste à temps porté à un tel point depuis quelques années. Oui, après, c'est des notions à manier toujours avec prudence, ça dépend de la valeur, du coût, du stock, etc. Mais oui, cette réflexion intègre, il faut demander ça plus aux industriels, on est là pour leur apporter des réponses. Je vois qu'il y a des personnes, enfin Yves, des personnes de Renault ou autres qui peuvent nous parler du stock, ceux qui le maîtrisent et qui connaissent. Mais oui, de plus en plus, ça se détend un petit peu. Yves, vous confirmez ? C'est des tendances, hein, oui, c'est pas... je confirme qu'il y a vraiment une interrogation dans des entreprises comme la nôtre sur ce sujet-là. Et en particulier avec ce qu'on a vécu pendant 2 ans sur le commerce mondial et le transport maritime. Alors là, on sort un peu des sujets ferroviaires, mais le transport maritime pour les gens qui ont des supply chains intercontinentales a été, je dirais, une véritable... Enfin, c'était très très compliqué pendant 2 ans de trouver de la place, de pouvoir faire partir ces marchandises sur des bateaux. Et donc les supply chains juste à temps, c'était un truc qu'on n'en parlait même plus, quoi. Le truc, c'était d'arriver à faire partir les produits coûte que coûte, au sens propre du terme, coûte que coûte. Alors, le problème, c'est que une fois que la crise est passée et qu'on revient aujourd'hui dans un cycle complètement inverse, en tout cas sur le transport maritime, le sujet ou la question s'évacue un petit peu vite parce qu'on revient à des pratiques précédentes. Bon. Je pense néanmoins que ça ancre un certain nombre de questions dans des boîtes comme les nôtres. Évidemment, nos usines, on ne les déplace pas du jour au lendemain, hein, parce que quand on a une usine dans un pays, on ne va pas la déplacer, la déconstruire et la reconstruire ailleurs. Mais ça pose forcément des questions sur le schéma industriel des prochaines décennies dans les grands groupes industriels, c'est certain. Merci beaucoup. Il nous reste peut-être une question, la dernière, et après on va conclure cette première conférence de la journée. Merci. Bonjour Florence Mazot, BP2R. En fait, je voulais faire la pub de 2 choses qui m'ont paru intéressantes sur le salon. Donc, le monsieur en parlait tout à l'heure, c'est le guide. Il est sur le site de TLF. Je n'ai pas de part chez TLF, donc c'est peut-être un peu lui le premier guide ferroviaire pour les nuls. Et puis, un outil, alors je crois que c'est dans le cadre d'un programme parallèle à Remove, dont j'ai oublié le nom, qui sont sur le salon, qui s'appelle AI Cargo. C'est un outil, alors je crois que l'outil s'appelle Appel d'air ou c'est l'inverse, mais en tout cas, c'est un outil qui se veut mutualisation de volume pour faire du report modal ferroviaire et fluvial. Donc ils sont sur le salon, donc voilà, bon, intéressant. AI Cargo qui a participé mardi à une table ronde, effectivement, c'est des réflexions digitales sur la façon de trouver des solutions concrètes à un certain nombre de problèmes qui se posent. Anne-Laure, Valérie, vous qui connaissez bien ce salon, je crois, si je ne me trompe, qu'on a rarement vu une assistance aussi nombreuse pour la présentation d'un baromètre. Donc je voulais vous remercier d'être venus aussi nombreux. J'espère que l'année prochaine, on aura peut-être la grande scène,
pour le baromètre, avec encore plus de réponses, avec les promesses d'Yves Antoine de faire connaître ce baromètre et de faire en sorte que des chargeurs qui ne sont pas forcément déjà férus de fret ferroviaire y répondent. En tout cas, merci. Je crois qu'on peut remercier les 5 intervenants pour la clarté de leur présentation. Vous remerciez vous et vous invitez aux 3 conférences qui vont suivre. Il y en a 2 à la Grande Seine dans un quart d'heure sur le rail fleuve, dans 1h15 sur une table ronde plus politique sur un an après les grandes annonces, que sont devenues les promesses de développement du fret ferroviaire, et puis une dernière sur l'innovation. Bonne journée à tous et bonne fin de salon.